Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour, en compagnie de Loïc. Bonjour Loïc. Salut. Et il aura fallu attendre Napoléon pour que nous nous retrouvions sur cette chaîne, et donc nous allons parler de ce nouveau Napoléon qui vient de sortir, réalisé par Ridley Scott. Quelle est ta relation avec Ridley Scott ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Ridley Scott et Joaquin Phoenix, pour moi, ont aidé à créer le meilleur film Gladiator. C'est mon film préféré de tous les temps. C'est en effet un chef-d'œuvre, moi j'adore aussi. As-tu vu d'autres films de Ridley Scott ? Non, je crois que c'est le seul, peut-être que je me trompe, mais après j'ai plus sa filmographie en tête. Ridley Scott, c'est le papa de Alien, premier du nom. Ah bah je l'ai vu alors. L'initiateur de la saga. Gladiator, on l'a dit. Il a fait récemment, il est l'auteur du Dernier Duel, avec Matt Damon et Ben Affleck, notamment. Très bon film que l'on a vu également au cinéma l'année dernière. Ouais non, c'était en 2021. Il y a 2 ans alors. Il a fait House of Gucci, du coup. Et Ridley Scott, c'est aussi le créateur de Blade Runner, premier du nom. Désolé de le dire, mais j'en ai vu aucun des deux. C'est pas grave. Enfin voilà, c'est un monsieur qu'on ne présente plus à Hollywood, il fait beaucoup de films. Il est assez âgé maintenant, il est même plus âgé que Martin Scorsese, je crois. Assez âgé, tout comme la rumeur d'un Gladiator 2, qui apparemment va sortir. Ah oui, alors ça fait très peur, Gladiator 2, oui. Mais en fait, c'est son prochain film après Napoléon, dont on va parler aujourd'hui. Il a même réalisé American Gangster en 2007. Ah oui, et oui, en effet, Exodus. Ouais. Exodus, Gods and King. Alors ça, faudra en parler un jour. Très bon film. Bref, Ridley Scott a contacté Apple pour la plateforme Apple TV pour financer son film. Il ne devait même pas sortir au cinéma à la base. Et du coup, ce Napoléon, à l'origine, il faut savoir qu'il devait durer 4h30. C'est la durée, ou 4h ou 4h30, je ne sais plus. C'est la durée annoncée par Ridley Scott pour son montage total. Le problème, c'est que pour la sortie cinéma, Apple TV et le distributeur, du coup Columbia, lui ont demandé de réduire à une durée de 2h30, voilà, donc de couper pas mal de passages pour que ça colle à une sortie ciné diffusable, on va dire. Donc c'est un film un peu tronqué qu'on a vu. Peut-être qu'on aura une Ridley Scott cut. Alors oui, apparemment c'est prévu, ils en ont déjà parlé. On devrait, logiquement, voir pointer le bout de son nez la version longue. Ridley Scott avait aussi fait Kingdom of Heaven, un film avec Orlando Bloom. Qui était très bien. Et qui avait eu le même problème, c'est-à-dire qu'il était trop long. Il était sorti en salle, au cinéma, tout le monde beaucoup de gens n'avaient pas trop aimé, et il avait fait la version longue, et là, ça avait beaucoup plus emporté le cœur du public. Bizarrement, ça me rappelle un autre film, non pas réalisé par Ridley Scott, mais c'est un film un peu maudit, on va dire, du nom de Justice League. Non, ce n'est pas le lieu pour ce débat. Bref. Voici Napoléon débarquant dans nos salles. On a été le voir vendredi de la sortie et nous sortons tout juste de la salle au moment où nous enregistrons. Et c'est là que je me tourne vers toi, Loïc. Vous le voyez pas, mais je me tourne vers lui en vrai. Qu'est-ce que tu as pensé de Napoléon ? Juste pour préciser, nous avons vu le film en IMAX. Ça joue beaucoup, notamment au niveau de la musique. Et pour moi, le film est au moins dans mon top 15 de l'année. Et je pense que si je fais un top 10 tout beau tout propre, il est possible qu'il soit dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et toi, Valentin ? C'est un bon film, mais il y a beaucoup de problèmes. Nous t'écoutons. Bah non, explique-nous d'abord, en premier lieu, pourquoi il est dans ton top de l'année. D'ailleurs, tu spoil ton top, car je l'annonce ici, nous ferons une vidéo, ensemble, une ou plusieurs vidéos, de top de fin d'année. Et donc tu viens de spoiler à tous nos auditeurs ton top de fin d'année. Alors tu écouteras pendant le montage, mais j'ai dit que si je faisais un top 10 tout beau tout propre, il est possible qu'il soit dedans. Et dans il est possible qu'il soit dedans, il y a possible, et non pas il est dedans. Oui, mais je te connais, ça sera dedans. Je te dirai pas la place pour l'instant. Mais déjà, le jeu de Joaquin Phoenix, pour moi, j'ai trouvé vraiment très bien. Il m'a rappelé à la fois le commode dans Gladiator et également un petit peu son lien dramatique dans Joker. J'ai beaucoup aimé en fait ce jeu déjà de Joaquin Phoenix, qui est un des meilleurs acteurs pour moi qui existe encore actuellement, en vivant plutôt. Et la musique, j'ai trouvé très bien. Enfin, on s'ennuie jamais vraiment dans le film. Le montage permet de ne pas s'ennuyer, d'être surpris parfois d'une scène à l'autre. Et même si on connaît globalement l'histoire par nos cours d'histoire à l'école, etc., j'ai l'impression de redécouvrir un petit peu l'histoire de Napoléon et vraiment j'ai trouvé ça toujours bien. Ouais, le cadre vraiment, j'ai trouvé ça bien. Il y avait des jeux, même des acteurs un peu secondaires que je trouvais pas trop mal en plus. Et c'était toujours bien amené, chaque scène au fur et à mesure, vraiment j'ai trouvé ça bien. Et toi, Valentin ? Alors, je vais essayer de nuancer le plus possible, puisqu'on m'accuse souvent de manque de nuances.
Je vois pas de quoi tu parles. Je vais essayer de nuancer le plus possible. C'est un bon film, mais il y a des choses qui m'ont beaucoup déplu et des choses qui m'ont beaucoup plu. Et du coup, les deux mélangés font que c'est moyen. Et moyen, ça me suffit pas avec Ridley Scott du coup, parce que moi j'en attendais beaucoup au vu des bandes annonces, au vu de Joaquin Phoenix, au vu du même de Ridley Scott tout simplement. J'adore la majorité de ses films et donc le fait que ce soit moyen me fait chier. Pourquoi c'est moyen pour moi? C'était ma question. Le positif, je vais pas te contredire, hein. Joaquin Phoenix, j'adore, un de mes acteurs préférés aussi. Et même si c'est pas son meilleur rôle ici, même si il a un peu un jeu monotone pendant tout le film, même si il y a pas beaucoup de variantes dans son jeu, même malgré tout ça, j'apprécie quand même sa présence. Et en fait, c'est surtout, en fait, c'est pas tellement dans la diversité du jeu qu'il est bon, mais c'est dans le charisme qu'il impose à l'écran. Il y a ça, donc je te rejoins du coup sur. Je rebondis justement sur le jeu d'acteur que tu dis où il n'a pas vraiment d'autre humeur que, on va dire, maussade. Mais je tiens à dire quand même que dans le film, il y a des scènes où justement son humeur change, son visage s'éclaircit, on peut dire ça comme ça, à certains moments. Et c'est justement à ces moments-là qui sont les plus importants, je pense, pour le développement intérieur de Napoléon. C'est notamment quand il est avec Joséphine qu'on voit que justement il est détendu, il est souriant. Et c'est pas à d'autres moments. Quand il est à la guerre, il est sérieux. Quand il est avec Joséphine, il est tout le temps détendu. Et c'est ça aussi qui fait qu'on voit l'envers du décor avec Napoléon. Parce que tout le monde le voit sérieux, maussade, mais à la fin, c'est juste que, au fond, c'est juste quelqu'un de normal. Et Joséphine, justement, perd cette carapace, et c'est comme ça qu'on voit un nouveau Napoléon. Mais du coup, voilà, j'aime bien son jeu d'acteur. Pour moi, Joaquin Phoenix est un point éminemment positif du film. L'autre truc positif, je trouve, c'est les batailles, parce que moi, j'adore les batailles, dans le cinéma en général, voilà, les batailles rangées, les batailles navales, c'est mon truc, j'adore. En plus, quand c'est bien filmé, c'est le top, ce qui est le cas ici. Notamment, et c'est pas un spoil, c'est une bataille historique qui a réellement eu lieu, la bataille d'Austerlitz, qui est la première grosse bataille qu'on voit réellement, une bataille, si on peut dire rangée, en tout cas, voilà, deux armées qui s'affrontent, deux armées terrestres. Cette bataille-là, vraiment, elle envoie. Et c'est la meilleure bataille que j'ai vue dans l'année. En même temps, il n'y a pas beaucoup de films qui représentent des batailles. Et je dirais qu'en même temps, à son signal, ils ont déchaîné les enfers. À mon signal, déchaîne les enfers. Cette vidéo sera ponctuée de références à Gladiator. Les batailles en général dans le film, il y a deux grosses batailles qui sont bien représentées, bien narrées, visibles quasiment du début à la fin, voilà, qui sont imposantes dans le film. On peut donner les noms directement. Oui, voilà, Austerlitz et Waterloo. Et après, voilà, il y a quelques petites escarmouches, on voit Toulon au début, voilà, il y a plusieurs petites scénettes de bataille dans le film, mais les deux grosses batailles que sont Austerlitz et Waterloo sont les plus éminentes dans le film, et elles sont très appréciables, visuellement. Et c'est là que je vais passer, du coup, au point qui me gêne vraiment. J'ai ressenti une espèce de succession de faits. En fait, il fait un film historique, on va dire. Il appelle ça un film historique. Mais le film est bien entendu pas fidèle à ce qu'était Napoléon en vrai. Et la reconstitution, bien que magnifique, tout ce qui est d'époque est magnifique dans le film. Mais la reconstitution des faits et de ce qui s'est passé, des événements, n'est pas toujours exacte. On n'est pas des spécialistes non plus, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont arrangées, c'est normal, parce que le cinéma, c'est aussi l'art du choix. Et il a choisi, voilà, tel point de vue, voilà, il a pris ses décisions, et c'est sa version. Donc on peut pas dire, en tout cas, on peut pas le taxer de ne pas respecter l'histoire, parce que si le film n'était qu'une transcription de ce qu'on sait de l'histoire de Napoléon, ce serait pas bien intéressant. En tout cas, ce serait beaucoup moins intéressant que ce qu'on a eu là. Mais le problème, c'est que pour moi, il ne va pas faire l'inverse. C'est-à-dire une histoire qui est du coup narrée, et donc proposer une version narrative de Napoléon. Voilà, une histoire qui serait vraiment, on va dire, romancée. Le problème, c'est que je vois trop une succession de faits, voilà. Napoléon, il est à Toulon, il fait des petits trucs à Toulon, et après Napoléon, il rencontre Joséphine, et après Napoléon, il se marie avec Joséphine, et il n'arrive pas à avoir des enfants avec Joséphine, et Napoléon est à Austerlitz. J'ai un peu l'impression de voir une succession de Martine à la plage, donc Napoléon à Austerlitz, Napoléon à Versailles, Napoléon, voilà. Le couronnement de Napoléon. Le problème, c'est que je vois mal, le lien entre tout ça est mal fait. Et j'aurais peut-être préféré une version où on se concentre sur, voilà, Napoléon, il est né là, voilà comment il en est arrivé là, voilà ce qu'il a fait chuter, et voilà la fin de sa vie. Et donc il y a cette succession de faits, et il y a aussi le fait que le film se concentre beaucoup sur la relation avec Joséphine, à raison, mais peut-être trop. Et peut-être qu'en fait, on entre dans un biais que j'aime pas trop non plus, qui est de tout expliquer par rapport à sa relation avec Joséphine. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas senti vraiment que Napoléon faisait tout ça pour la France, ou tu vois, que le film donne une raison à Napoléon autre que Joséphine.
Joséphine. Donc j'ai l'impression en fait que le mec, alors c'est une impression hein, évidemment, mais j'ai l'impression en voyant le film tel qu'il nous est présenté que Napoléon n'aime pas la France, il s'en fout un peu. Il est général, il est bon tacticien, on nous le dit souvent mais on nous le montre pas beaucoup. On nous le montre mais pas beaucoup. Et voilà, il fait ça parce que c'est son job, mais sa vraie raison à chaque fois, c'est de retrouver Joséphine parce que Joséphine le trahit, Joséphine n'est pas très fidèle et donc voilà, faut vite rentrer voir Joséphine et donc c'est ça l'explication de pourquoi il a pas fait telle autre chose. Et à chaque fois c'est ça. Le film nous montre qu'il fait tout pour Joséphine et pas tout pour la France ou en tout cas pas tout pour une autre cause que Joséphine. Ça pourrait être un peu plus nuancé. Voilà, là oui, il est parti retrouver Joséphine. Là il a fait ça parce que telle autre chose. Voilà, je demandais pas à un roman national où voilà, Napoléon il fait tout pour la France parce que c'est un grand patriote. C'est pas du tout ce que je dis, mais que c'est vraiment centré entièrement quasi sur la relation avec Joséphine et je vois en effet une succession de faits et un film vraiment tourné sur cette relation et donc ça parasite pour moi l'idée que je m'étais fait de Napoléon et aussi l'histoire que j'aurais bien voulu qu'on me tire de ces faits. Donc en fait, si je résume bien, en fait, le film pour toi juste montre la to-do list de Ridley Scott avec les faits qu'il devait évoquer. Voilà. Et par contre, je vais juste revenir sur l'aspect Joséphine et l'importance qu'il y a avec la relation avec Napoléon. Vas-y. Parce que tu dis qu'on connaît pas les motivations de Napoléon tout au long du film. En tout cas, qui reviennent tout le temps avec Joséphine. En fait, tout est lié à Joséphine, c'est ce que tu dis. Bah, il est vrai que tout est lié à Joséphine. D'accord, parce qu'au début, on voit que justement, il veut grimper les échelons pour honorer sa mère qui lui avait promis des choses. Il le dit dès le début. Désolé. Hein. Il le dit dès le début. Ah bah oui, il le dit dans une ligne de dialogue. C'est pas ce que j'appelle du développement, moi. Il le dit, enfin ils le disent dans le film, on voit même dans la bande-annonce. Joséphine le dit, sans moi tu n'es rien. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'importance entre la relation, dans la relation entre Napoléon et Joséphine. Tout est lié avec elle, tout est lié à elle, comme tu dis. Finalement t'as raison. Mais aussi le dicton le dit. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Bon, à part éteindre les feux qu'il crée, comme il dit, elle fait pas grand-chose dans le film. À part créer une relation d'amour et d'affection avec lui et pas lui donner le gosse, c'est tout. Au début, Napoléon est motivé pour honorer sa mère. Oui, mais voilà, c'est une ligne de dialogue, c'est pas développé, donc ensuite, non, c'est pas il est motivé par l'amour qu'il porte en Joséphine. Il le dit tout au long de ses lettres. Et ensuite, sur la fin, il le fait sur la France, justement. Toutes ses motivations, il le dit à la fin. On se bat pour la France et pour la gloire. Mais non, et il le dit. Mais pourquoi il revient de... On va spoiler, mais bon, voilà, ce sont des faits historiques, ou en tout cas un peu approximatifs, donc c'est pas vraiment des spoils, mais Napoléon est exilé. Pourquoi il revient? Parce que, pour retrouver Joséphine, qu'il a pas vue depuis, je sais plus combien de temps il est exilé, mais il revient pour retrouver Joséphine. Il dit que c'est pour l'amour de la France, mais en tout cas, je parle pas de faits réels, hein. Dans le film, on voit bien qu'il revient pour Joséphine. Il dit à ses soldats, oui, pour l'amour de la France, machin, de la patrie, mais il revient pour voir Joséphine, et d'ailleurs, quelle est la première chose qu'il fait quand il revient? Il court à son chevet. Le film nous dit que c'est parce qu'elle meurt, Joséphine, hein, et lui aussi il va mourir, hein, tout le monde meurt, et c'est parce qu'elle meurt qu'après, voilà, il va se laisser tomber dans la défaite à Waterloo. C'est ça le narratif du film. Donc c'est pas parce qu'il dit dans une phrase, oh oui, c'est pour l'amour de la France que c'est vrai, parce que le film montre l'inverse. Tu ne voulais pas voir autre chose que la relation Napoléon-Joséphine dans ce film. Toi on te dit, tu vas voir un film sur Napoléon, tu voulais voir rien d'autre que Napoléon et Joséphine. Non, parce qu'en fait, quand j'ai vu le film, avant de voir le film, je me souvenais même plus du prénom de sa femme, c'est pour dire. Mais peut-être, mais on voit son évolution en fait. Il y a ça. Non. Moi, je suis pas d'accord. Bah, écoute, alors, on est divergents sur ce point. Eh bien, dis-moi, qu'est-ce qu'on voit de son évolution? C'est quoi son évolution dans le film? Alors, moi, je parle de l'évolution même de Napoléon, pas même de la relation en soi, mais de l'évolution de Napoléon qui est froid, qui ne parle pas, etc., qui s'ouvre enfin à une personne autre que sa famille, que son frère ou sa mère, avec Joséphine, et qui finalement montre qu'il est plus qu'un simple général de brigade. Et c'est grâce à elle qu'il va aussi loin aussi, même s'il le justifie par son destin et par son devoir pour la France. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le développement de Napoléon, sur sa manière de penser et d'agir tout au long du film, et l'impact que Joséphine a eu, comme par exemple sa désertion d'Égypte pour retourner à Paris pour régler ses problèmes conjugaux, et ensuite le reste, pour finalement dire, bah je te pardonne, on avance ensemble parce que maintenant on est une équipe, et puis basta. Et c'est ce que je dis depuis le début, enfin, tu me dis oui, il a évolué par rapport à Joséphine. Le problème c'est que sa seule évolution passe par son rapport avec Joséphine. Le film te montre juste, entre parenthèses, hein, mais le propos du film c'est Napoléon et Joséphine. Alors oui, mais j'ai jamais remis en cause que oui, il y avait une construction autour de Joséphine, justement, c'est mon propos. C'est que je dis justement, il n'y a que ça dans le film. Napoléon, c'est marqué sur l'affiche, donc je l'invente pas, hein. C'est marqué sur l'affiche du film, il est parti de rien, Napoléon, il est parti de rien,
Il a tout conquis. Il est parti de rien, il a tout conquis. Et donc, ça sous-entend qu'on doit nous montrer le rien et le « il a tout conquis ». Moi, dans le film, je retrouve un Napoléon déjà assez âgé, donc je ne vois pas trop le « il est parti de rien », parce que quand on le retrouve dans le film, enfin quand on le rencontre dans le film, il est déjà, Capitaine. Capitaine, merci, voilà, il est déjà capitaine. Donc quand t'es capitaine, tu pars pas de rien. Donc moi, je vois pas trop le « il est parti de rien », donc ça aurait été une sacrée bonne évolution de montrer qu'il est parti de rien, qu'il est né en Corse, et que voilà, il a grandi dans la petite Corse avant de devenir capitaine. Là, tu vois, c'est une évolution attendue dans ce genre de film. Film historique où tu vois le personnage, la vie d'un personnage, parce que le film s'appelle Napoléon. Ça sous-entend, vous allez avoir la vie de Napoléon. Souvent, c'est vie et mort. Ça varie, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, il est parti de rien, je ne l'ai pas. Il a tout conquis. J'ai quelques conquêtes. Et comme je disais tout à l'heure au début, voilà, on a une succession de faits obligatoires, on va dire, sur la vie de Napoléon. Voilà, Austerlitz, Waterloo, l'invasion russe. Je vois pas où il a tout conquis. Le film se retient sur la géopolitique. Il y a des retenues. On a, oui, des indices. Il y a des lignes de dialogue pour nous dire, il y a une coalition entre la Prusse, la Russie et l'Autriche. Oui, on a ces indications. Mais c'est jeté comme ça. C'est une ligne de dialogue entre deux scènes avec lui et Joséphine. C'est ça que je veux dire. L'évolution, je ne la vois pas. Mis à part, bah oui, l'histoire d'amour entre Napoléon et Joséphine, enfin d'amour entre guillemets, leur relation, oui, elle est au centre du film, c'est indéniable. C'est justement mon problème. Il y a que ça. Il y a cette relation, mais l'évolution de Napoléon, en général, sa vie, lui, ce qu'il est, je ne la ressens pas beaucoup. Honnêtement, non, je trouve que le film se suffit à lui-même, vraiment. Tu vois, un élément pour... ça me fait penser, un élément pour appuyer ce que je dis. Quand je dis, je sens trop la succession de faits. Vous verrez, si vous n'avez pas encore vu le film, qu'il y a plusieurs scènes qui commencent par une indication à l'écran pour les spectateurs. Austerlitz, telle date. Invasion de Russie, telle date. Il est arrivé à Moscou à telle date. Et ça va dans ce que je dis de la succession de faits. C'est qu'en fait, voilà, il t'indique qu'est-ce qui s'est... Enfin, l'événement de sa vie, la date. On a quelques scènes autour de cet événement. Et on passe à la suite. Il y a, au niveau de la mise en scène, il y a plusieurs fois où il y a un fondu au blanc. C'est-à-dire où l'image... vous avez une scène, et d'un seul coup, l'écran devient blanc, et hop, on passe à autre chose. C'est là que je ressens la succession de faits. La succession de scénettes de sa vie. Et du coup, quand on me donne, voilà, les passages, on va dire, obligatoires, entre parenthèses, de la vie de Napoléon, et ce que Ridley Scott voulait nous en raconter, et je ne vois pas trop... Je sens un lien, mais aussi parce que je connais un petit peu sa vie en dehors du film, donc je fais les liens dans ma tête tout seul. Mais le film en lui-même ne m'aide pas à ressentir un lien, et ne veut pas me faire ressortir forcément un lien. Il veut insister sur la relation Napoléon-Joséphine. C'est super, mais 2h30 où t'as une histoire d'amour-haine, voilà, où il y a cette relation entrecoupée de deux batailles et d'une ligne de géopolitique, c'est un peu faible pour moi en 2h30. Après, tout ce qu'on dit, c'est sous réserve de la version longue. Parce que peut-être que tout ce qui est intéressant, tout ce qui donne tous les liens qui me manquent. Là, on est là pour donner notre avis sur cette version-là. Et moi, cette version-là, je la trouve vraiment incomplète et biaisée, du coup, parce que ça aurait presque pu s'appeler Napoléon et Joséphine, que ça ne m'aurait pas étonné. Il y avait des films dans ce genre, ça s'appelait Sicile impératrice. Mais après, oui, comme tu dis, t'as raison, parce qu'on passe d'un film de 4h à 2h30, il y a beaucoup de passages qui manquent et les relations sont sûrement coupées au montage. Mais moi en tout cas, ce que je ressens justement, c'est que ça se suffit à lui-même. Personnellement, ça m'a pas gêné justement ce genre de choses. Après, je dis ça, mais j'ai passé un bon moment aussi, parce que mine de rien, il y a toujours ce talent pour rendre les séquences assez prenantes et divertissantes, et même la photographie est magnifique en fait dans chaque scène. Donc en fait c'est un petit bonbon visuel, comme on pourrait dire dans le sud. C'est un plaisir de découvrir chaque séquence, mais moi ça m'emmerde que ce soit des séquences mises bout à bout sans trop de lien. Donc tu parlais notamment de l'image, on peut mettre en même temps la musique. J'ai beaucoup aimé la BO du film en fait, et c'est Martin Phipps qui l'a faite, donc pas très connu, mais voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé la musique et elle m'a beaucoup marqué, et c'est pas souvent que ça m'arrive dans un premier visionnage, donc je tenais à le noter. Et vraiment, je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais moi franchement la musique... J'avoue que j'ai pas trop fait attention à la musique, mais comme tu dis en fait d'un premier visionnage c'est compliqué de faire attention à ça. Pour le coup je m'abstiendrai là-dessus parce que j'ai pas trop fait gaffe au thème qui était employé. Mais en tout cas oui, ça avait l'air sympa de loin comme ça, en souvenir ça m'a pas choqué. Et sinon, à part la relation Napoléon-Joséphine, est-ce que t'as autre chose à dire? Ah oui, j'ai plein de choses à dire. Nous t'écoutons, alors nous n'attendons que ça. Je vais encore redire du coup un truc que j'ai bien aimé, un truc que j'ai pas aimé. Alors en fait, le peuple ne demande que ça. En plus de demander Napoléon au pouvoir, il ne demande que ton avis. Couronne-moi alors. Non, parce que si tu te rappelles bien du film et même des faits,
Il se couronne tout seul. Belle transition, j'allais parler du couronnement. J'ai adoré cette scène de couronnement. Il y a le célèbre tableau, tu sais, de Jacques-Louis David. Si vous voyez ce tableau de Jacques-Louis David avec le sacre de Napoléon, toute la composition de l'image, voilà, avec les personnages en second plan, Napoléon dans la lumière, qui avec sa couronne et qui la tient par le bout de la main. Évidemment, cette scène est minutieusement reportée dans le film. Et donc voilà, peut-être qu'il se torche avec les détails en général dans le film. Encore une fois, on n'est pas des fins spécialistes, mais il y a probablement plein de détails sur lesquels il se torche. Mais en tout cas, cette scène, ça faisait plaisir. Voilà, d'avoir cette attention aux détails. Et encore une fois, voilà, la mise en scène, lorsqu'il arrive, les chœurs, moi j'adore quand il y a des chœurs dans les films, dans les compositions, et même, voilà, diégétiquement et intradigétiquement. J'aime bien quand il y a des chœurs dans les films. Et voilà, là, ça sublime la scène, ça donne une aura grandiose. Du coup, j'ai dit un truc positif, donc je peux me permettre de dire un truc négatif maintenant. Allez. À l'époque où le général de Gaulle était encore vivant, il y a eu des sondages sur des Français pour leur demander quel était leur personnage historique décédé préféré. Donc pas de Gaulle. Français. Et donc vu que de Gaulle était encore vivant, c'était sans de Gaulle, parce que maintenant je crois qu'aujourd'hui ça doit être de Gaulle. Mais bon bref. Et c'était Napoléon qui revenait largement devant. Donc c'est un film sur un personnage français du coup qui n'est pas adulé, mais en tout cas qui est majeur dans notre histoire de France. Majeur, que ce soit en bien ou en mal. Qui a apporté beaucoup sur la société qu'on a aujourd'hui. Qui a apporté à la France. Bon bref, c'est un personnage majeur de l'histoire de France. Et c'est un film fait par un Anglais. Les Anglais qui sont les ennemis principaux de Napoléon dans le film, et puis dans la réalité historique. Fallait pas voir brûler Jeanne d'Arc. Du coup, surtout sur la fin, à Waterloo, on sent le point de vue. En fait, c'est une critique et non, parce que ça m'embête. En fait, l'existence de ce film tel qu'il est m'embête aussi. Mais je peux pas reprocher à Ridley Scott, un Anglais, qu'il adopte le point de vue anglais, puisque c'est le principe même du cinéma et d'un réalisateur, d'adopter un point de vue. Donc forcément, il adopte sa vision de Napoléon. C'est juste que cette vision, du coup, moi, ne me convient pas à 100%. Parce que le fait que ce soit réalisé par un Français, il y aurait peut-être plus de chances que ça fasse une sorte de roman national sur la vie de Napoléon, justement. Alors, je sais pas du tout ce que j'attendais. Mais le truc, c'est qu'à la fin, à la toute fin du film, donc avant le générique, vous savez, dans les films historiques, il y a souvent ce moment à la fin des films historiques où on dit, voilà, le personnage, il est décédé comme ça, à telle date, voilà. Et là, dans ce film-là, à la toute fin, c'est pas trop spoiler, il y a un encart pour nous dire, voilà, ce que Napoléon a fait, c'est tant de morts à telle bataille, et au total, il a causé plus de 3 millions de morts. Quand on voit la bataille de Waterloo à la fin, je veux dire, le général, il est en jubilation totale, et bon, il a raison de son côté, mais moi je vois Ridley Scott quand même derrière, qui est content de nous dire, bah oui, il a perdu comme une merde. Après, moi, ce que j'ai senti, surtout avec l'encart dont tu parlais, c'est que j'ai pas forcément senti cet aspect de, ouais, Napoléon, il a fait ça. Après, c'est vrai que il essaye de montrer, je pense surtout moi je l'ai senti de manière plus douce, en mode voilà, il était ambitieux, mais voilà le prix de son ambition, mais je l'ai pas senti en mode accusateur, tu vois. Pour moi c'était juste, comme tu dis, il évoquait que les faits. C'est que le film à la fin il nous dit, ouais, Napoléon, il a causé 3 millions de morts. C'est dresser un portrait de Napoléon centré sur une histoire d'amour où c'est un gros connard dans l'histoire d'amour, et à juste titre, et dresser ce portrait du type pour ne faire quasiment que le descendre. Que c'est normal qu'il soit montré comme un sale type. Dans la vraie vie, c'était une merde, il a causé la mort de nombreuses personnes, c'était pas un chouette type du tout, mais il avait les avantages d'être aimé par le peuple et d'être un fin tacticien. Je ressens dans ce film tous les côtés, c'est un connard, il a causé de nombreuses morts, et il se comportait mal avec sa femme, avec Joséphine, tout ça. Donc ça, je les ai, ces côtés-là, et il faut les avoir, évidemment. Donc tout ça, on les a assez très bien. Mais on a principalement que ça. C'est-à-dire que les autres côtés, c'est un tacticien hors pair, et il est aimé par le peuple de France, qui l'a supporté, en tout cas une partie. J'ai pas ces aspects-là, ou très peu. Et donc c'est pas un portrait très fidèle à ce qu'est Napoléon, et encore une fois, on n'est pas là pour s'approcher de la fidélité extrême historique, mais j'aurais aimé quand même un portrait un peu plus fidèle, et donc c'est là que je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur le fait que Ridley Scott est un réalisateur anglais. C'est que c'est peut-être pour ça que le portrait n'est peut-être pas aussi fidèle qu'il devrait l'être. C'est ça, il se rapprochait plus de la légende noire plutôt que la légende dorée de Napoléon, tout simplement. Mais voilà, tu as parfaitement résumé ce que je me suis évertué à dire en plusieurs dizaines de phrases. Merci. Je t'en prie, ce sont mes quelques restes de cours de licence. Mais oui, c'est ça, en fait, ouais, il était essentiel de montrer la partie noire, en effet. Principalement la partie noire. C'est essentiel de le mettre, mais peut-être un tout petit peu de partie dorée, un tout petit peu plus de partie dorée m'aurait peut-être un peu mieux conquis. Ouais, faut doser, quoi. Voilà. As-tu d'autres arguments, Valentin, que ce soit positif ou négatif? Parce que moi, je rebondis essentiellement sur les tiens. Je cherche... Parce que t'es connu pour... Je cherche un peu de positif. Parce que t'es quand même connu sur cette chaîne pour être très, très,
très négatif. Après, tu parles des tactiques militaires, mais tu ne parles pas forcément non plus des ingéniosités dont il fait preuve, notamment au début du film à Toulon, où justement il prend des gros canons pour en faire des petits, pour justement que ce soit plus facile pour la bataille, pour reprendre le port de Toulon et dégager les Anglais. Et ça, je pense que c'est important de le noter dans le sens où c'est la première bataille interne, je parle du territoire évidemment, de Napoléon. Est-ce qu'il va faire passer du grade de capitaine à général? Est-ce qu'il va le faire grandir encore plus son autorité, etc. et dans l'importance du nouveau gouvernement français suite à la Révolution française? Pour moi, je trouve que c'est quand même important de le noter, parce que c'est quand même le début. On voit un mec, le mec en fait, on voit pas grand chose, mais le peu qu'il dit, le peu qu'il fait, et c'est un gros impact finalement sur la bataille qui va suivre. Et finalement, même si on le voit pas beaucoup, son impact il est énorme. Non mais t'as raison de mentionner Toulon, c'est vrai qu'on voit son apport dans la bataille et on voit ce qu'il a apporté en tactique dans la bataille, bien sûr. Et on voit même combattre, et ça franchement, voyant un officier combattre, moi personnellement, pour moi Napoléon c'était juste un mec qui était de loin et donnait ses ordres. Et le fait de le voir combattre à plusieurs reprises, pour moi c'était pas forcément vu d'un bon oeil, mais c'était juste surprenant de le voir combattre à chaque fois qu'on le voyait combattre. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un flash de voir la cavalerie dévaler la plaine face à une rangée de canons. Ça me fait penser à un très beau film du nom du dernier samouraï. Vraiment, c'était juste ça, genre vraiment juste voir la cavalerie courir vers les canons. J'ai pensé au dernier samouraï. Bon, c'est pas une même finalité. Mais on aime les batailles dans les films. Batailles. On l'a dit au début, j'adore les batailles. Dédicace au dernier samouraï, dédicace à 3, dédicace au monde de Narnia chapitre 1, dédicace à Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Pas dédicace à Game of Thrones dernière saison. Ta gueule. Le pire, c'est que ça suit directement. Celle-là, elle est bonne. Vraiment, s'il n'y a pas de ta gueule, non, c'est. Je finis ma phrase, ta gueule. Bon, et il y a un bouleversement dans la force à chaque fois que nous parlons de Game of Thrones. Réglez bien vos téléviseurs. Nous n'aborderons pas le sujet. Et d'ailleurs, du coup, je rebondis sur Game of Thrones parce que du coup, c'est beaucoup de géopolitique avec des partis qui s'affrontent. Dans Napoléon, on voit justement Alexandre Ier, donc le tsar russe. On voit François Ier, du coup, l'empereur autrichien. On voit également un chancelier britannique et un général britannique qu'on voit plus tard. Ouais, on voit Louis XVIII de France. Ouais, et du coup, c'était Louis le roi cochon, je crois. Louis le Gros, je crois d'ailleurs, peut-être. Louis XVIII, c'est Louis le Gros? Il me semble, vu sa corpulence au mec, si c'est pas Louis le Gros, c'est pas Louis le Maigre. Désolé les gars, mais franchement, je suis pas un mec non plus, mais là pour le coup, je pense que c'est Louis le Gros. Et le fait de les voir, justement, notamment aux côtés de Napoléon, on voit que c'est pas Napoléon, c'est pas juste une personne qui va dire je vais vous battre en fait. C'est un grand orateur, et on le voit notamment au contact de François Ier et d'Alexandre Ier. Il discute avec eux, il essaye de les convaincre, et finalement il les manipule en fait. Et c'est un rapprochement que j'ai fait dans le film, notamment avec Jules César, parce qu'ils ont fait déjà certains rapprochements dans le film, notamment avant qu'il se passe couronner, on lui dit le peuple vous considère comme le nouveau Jules César, et évidemment il y a le fait qu'il se considère comme un empereur, il y a la symbolique de l'aigle royal, de la couronne de laurier, etc. Et il y a le fait qu'il soit un grand orateur et un grand stratège militaire. Donc voilà, c'est beaucoup de points communs qu'il avait avec Jules César, que ce soit dans les faits ou même dans le film, et je trouve que c'est important d'en parler parce que justement c'est pas souvent qu'on voit des forces opposées s'affronter, que ce soit par les paroles directement, parce que souvent c'est des voix off qui disent voilà ce qui s'est passé, machin et tout. Là on les voit discuter vraiment et on voit leur réaction directement, c'est pas juste machin a dit ça quoi. C'est ça. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est important de le voir, mais c'est ça que j'aurais voulu voir. En fait, j'aurais voulu que ce film, ce soit ça. Pas que ça, mais en tout cas beaucoup plus ça que ça ne l'est. Tu vois, peut-être qu'on passe un peu moins de temps sur Napoléon et Joséphine et qu'on passe plus de temps sur la géopolitique et les partis qui s'affrontent et juste autre chose qu'une succession de le tsar a trahi, le tsar n'a pas trahi, le tsar a trahi finalement. Tu vois, c'est ce que ça rejoint ce que je disais, j'ai trop une succession de faits. Dans cette succession de faits, on voit en effet tous ces partis-là, toutes ces personnes qui discutent de leur pays et mais c'est trop court, c'est pas assez. Et encore une fois, peut-être que la version de 4 heures corrigera tout ça, mais la version cinéma telle qu'elle est, pour moi, c'est pas assez. Et
je comprendrais que Ridley Scott ait voulu accentuer du coup sur Joséphine en tout cas sur Joséphine principalement. D'ailleurs, parlons de Joséphine. J'allais y venir. J'allais dire, c'est vrai que c'était vu de manière très rapide, tout comme le fait que Napoléon pécho très rapidement. Donc Vanessa Kirby, Joséphine, la femme de Napoléon pendant 15 ans. Et j'ai beaucoup aimé son jeu d'actrice. C'est souvent qu'on la voit, si je me trompe pas en ce moment, ou en tout cas ces derniers temps. Oui, elle avait joué la veuve blanche dans Mission Impossible 6 et 7. Peut-être. Ah si, c'est sûr. Mais voilà, c'est une actrice en tout cas que j'aime bien. En tout cas, je trouve son rôle a été bien respecté. En tout cas, son jeu a été important dans l'histoire. Même si Valentin n'apprécie pas trop l'importance de Joséphine dans le film. Mais ça, vous l'avez déjà entendu. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Pas du tout mon propos. J'ai pas dit que j'appréciais pas la relation et le rôle de Vanessa Kirby et Joséphine. C'est juste que ça prend trop de place. C'est juste que c'est le cœur, et c'est même au-delà d'être le cœur, c'est 80%, 85% du film. Et ce n'est pas que le cœur du film, c'est aussi le cul du film. Car un des enjeux de Napoléon, c'est d'avoir un héritier, comme toute personne ayant le pouvoir. Et notamment, on a le droit à une transition qui est très très surprenante. Non mais c'est la transition du turfu là. D'une discussion, et d'un coup on voit Joséphine et Napoléon qui s'accouplent. Forniquer, oui. Ouais, c'est ça, et on les voit, mais vraiment tu fais... Wow. En fait, ce qui choque, c'est pas choquant de voir deux personnes forniquer comme ça. En plus, voilà, ils sont pas dénudés, y a pas de souci. La transition est magnifique. Hein. Là, on est sur du top de l'année en transition. Hein. Parce que vous voyez les scènes dans les châteaux, dans les films historiques, en costume, ils sont autour d'une table, ils discutent, ils se cherchent, voilà. Et d'un seul coup, en plein milieu d'une discussion, ça coupe. Et là, fornication à fond et un petit peu, c'est pas très gracieux, on va dire. Alors attention à prendre avec une nuance. C'est ce que j'ai apprécié dans le film, parce que justement on voit les différents côtés de Napoléon, aussi bien son côté fragile avec Joséphine, son côté un peu maladroit, notamment avec l'accouplement, et son côté froid et dur avec son côté militaire. Donc vraiment à prendre dans tout le contexte, s'il vous plaît. Non mais on a compris, Loïc, ce que t'as aimé dans le film, c'est le cul. Voilà, c'est le cul. Bah j'ai pas beaucoup aimé le film alors. Mais ce genre de choses se reproduit à plusieurs fois, et justement c'est ce qui montre aussi l'importance de Napoléon d'avoir un héritier, et c'est ce qui était sûrement le cas à l'époque. Et malheureusement pour lui, et je pense que vous le savez si vous avez suivi les cours d'histoire, il a dû divorcer de Joséphine pour avoir une nouvelle compagne. Et je n'ai jamais vu dans toute ma vie, hein, après elle n'est pas non plus énorme mon expérience là-dessus, mais je n'ai jamais vu quelqu'un pécho aussi rapidement. Il a quand même fait en une phrase: vous voulez voir ma chambre? Oui, c'est parti. Go. Vraiment. Et la transition, c'est incroyable cette scène. Oui, parce que, oui. En parlant d'enfants, justement, ce que j'ai trouvé un peu étrange, parce qu'il n'y avait pas eu de transition, c'est on voit les enfants de Joséphine au début du film, ils sont tout petits, et on ne les voit qu'à la fin. Donc la fille prend un peu plus d'importance, mais le garçon, on ne le voit que lorsque le médecin nous annonce que Joséphine va bientôt mourir. Oui, mais voilà, encore une fois, on est plus dans la succession de faits que dans l'évolution. Bon, après, pour la défense du film, c'est normal de ne pas accorder d'importance à des personnages qui en ont un peu moins dans la vie de Napoléon. C'était les enfants de Joséphine et pas de lui directement. Ouais, mais ils en sont tant quand que même là, et puis, tu vois, il aurait pu avoir une importance. Ils sont quand même là et t'as remarqué qu'ils étaient là, et peut-être qu'ils auront 2-3 scènes supplémentaires dans la version longue, mais bon, c'est pas, moi ça ne m'a pas désarçonné. Non, moi non plus, mais c'est juste que c'est à noter quand même. Il est temps de conclure. Concluons la vidéo. Alors, pour conclure, je dirais que malgré tous les points négatifs qui ont été soulevés, je reste sur ma position que Napoléon, pour moi, est un très bon film et qui reste dans mon minimum top 15 et au mieux top 10. Mais ça, vous verrez la suite. Arrête de spoiler ton top. Et je spoile rien, c'est possible. Je dis que c'est possible, mais ça peut être vrai comme ça peut être faux. Je ne sais pas. C'est possible. C'est possible. À vous de voir. Rendez-vous dans la vidéo des tops de fin d'année. Exactement. Et toi, Valentin, que dirais-tu pour ta conclusion? Eh bien, en fait, on est d'accord. T'as dit que c'était un très bon film. Je suis d'accord, c'est un très bon film. J'ai passé un super moment et je le reverrai et il y a aucun souci. Mais il y a des choses qui m'ont dérangé, comme vous avez pu l'entendre. Et il y a des choses qui m'ont plu. Même si j'ai plus parlé de ce qui m'a dérangé, c'est parce que j'ai peut-être plus besoin de développer sur ce qui m'a embêté pour que vous compreniez bien, voilà, les points qui me dérangent. Il apparaît peut-être plus dans la vidéo que j'ai parlé beaucoup plus du négatif que du positif, mais en vrai, j'en retire autant l'un de l'autre. Donc en fait, c'est un bon film. Il est un petit peu, en fait, c'est un bon film qui tire vers le moyen. Et ça tire vers le moyen parce qu'en fait, je suis déçu de la part de Ridley Scott. C'est pas mauvais, mais j'en attendais un peu mieux. J'en attendais peut-être un peu plus épique aussi. Non pas qu'elle soit pas épique, les scènes de bataille et voilà, les scènes d'affrontement, tout ça. Mais voilà, je suis déçu par rapport au potentiel du film et à ce que peut-être la bande-annonce ou en tout cas ce qu'on nous avait annoncé du film laissait entrevoir.
mais c'est un très bon film et du coup on est d'accord en final. On est d'accord là-dessus. Effectivement, et je tenais également à rajouter des remerciements envers Columbia, qui a finalement acheté les droits pour diffuser le film au cinéma, car normalement c'était prévu sur Apple TV, et grâce à eux on a pu l'admirer en IMAX, et ça franchement c'est vraiment énorme, parce que je pense que ce film à la télé aurait fait beaucoup moins de gains, aussi bien pour les studios que Ça on sait pour pas, nous, ça aurait peut-être rapporté de l'abonnement, mais t'as totalement raison. Je ne peux que te rejoindre. Évidemment que ça fait plaisir de voir ça en IMAX. Que le film soit bon ou mauvais, qu'on aime le film ou pas, il faut voir ce genre de film, voilà, dans une grande salle, la plus grande salle possible. Nous, on adore l'IMAX. Moi, c'est mes séances préférées au cinéma. C'est pas le cas de tout le monde. On dit pas d'aller forcément le voir en IMAX. Mais t'as raison, il faut aller le voir au cinéma. Parce qu'on a la chance de pouvoir l'avoir au cinéma. On a eu aussi cette chance avec le nouveau Scorsese, Killers of the Flower Moon, qui pareil, a été fait sur Apple. Et Apple, qui du coup distribue ses films au cinéma. Bah franchement, Apple, bien joué Apple. GG Apple. Parce que c'est pas Netflix et Prime qui font ça. Hein. Non, c'est clair. Et puis connaissant d'autres productions Apple TV, mais plus en série, ça m'étonne pas d'une telle qualité, en tout cas, de production. Et c'est pour ça, du coup, que je remerciais notamment Columbia d'avoir acheté les droits là-dessus. Et bien voilà ce qu'on a pensé de Napoléon. C'est un film qui apparemment divise, et donc nous, il ne nous aura pas divisé. Faites-vous votre propre avis, allez voir le film évidemment, il faut aller soutenir ce genre de projet. Et il est temps de conclure cette vidéo déjà beaucoup trop longue. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée, soirée, après-midi. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et laissez un petit pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis pour le film. Ne ratez pas la vidéo ou les vidéos de fin d'année, de top et flop, que nous allons faire avec Loïc. Et peut-être qu'il y aura d'autres vidéos entre deux. Voilà, nous verrons cela. Au revoir. Allez, bonne soirée.